Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour À tous. Oui, pas assez, mais bien. Bon, très bien. Ce matin, une de vos journaux dépasse le traumatisme et l'on entre dans le débat. Si Le Monde revient sur 7 jours qui ont changé la France, l'opinion évoque la France dans un monde qui n'est pas Charlie. Le Figaro lance le débat « École, la gauche au défi de l'autorité ». Et Libération revient sur ses obsessions. Après Charlie, le FN en embuscade. Ailleurs, on retrouve les sujets oubliés depuis une semaine. Les Échos, la BCE brandit l'arme ultime pour sauver la croissance. L'Humanité, avec Syriza, la Grèce peut renaître des cendres de l'austérité. Et Le Parisien, cœur artificiel, la vie retrouvée. On est en plein dans l'après-Charlie, Natacha. Et oui, le moment du rassemblement et de la ferveur est passé et certains, nous dit l'opinion, se demandent toujours si les choses vont reprendre comme avant. Nicolas Bétou parle des optimistes qui seront déçus, des pessimistes qui savent que les questions d'exclusion, de l'assimilation, de la fracture sociale et en arrière-fond de tout cela, du chômage, n'ont pas avancé d'un iota à la faveur de cette mobilisation nationale. Optimistes et pessimistes, conclut-il, ils savent tous que gouverner sur l'émotion ne fait pas une politique. Gouverner, c'est au contraire rentrer dans le dur, les choix, les actions, les propositions. Alors il y a celle de Xavier Bertrand dans Le Parisien, un service national obligatoire de 3 mois et non le service civique facultatif prôné par François Hollande. Il y a la question cruciale de l'école, à laquelle Le Figaro consacre plusieurs pages. Le journal rappelle le rapport Aubin, un rapport sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, qui alertait déjà en 2004. Le rapport, il faut le rappeler, commandé par le ministre François Fillon et aussitôt caché dans un tiroir, avait été publié de force par des professeurs inquiets, qui avaient immédiatement été accusés de stigmatiser. Une tribune de l'écrivain Marc Weissmann raconte d'ailleurs dans Libération comment toute la politique de Jacques Chirac, notamment au moment des premières caricatures en 2006, fut entachée d'ambiguïté puisque le procès contre Charlie Hebdo, dit-il, fut piloté depuis l'Élysée pour donner des gages à la communauté musulmane. Sur la page d'à côté, l'écrivain Dalibor Friou rejoue la thèse bourdieusienne de la violence symbolique en faisant de l'humour de Charlie Hebdo un humour bourgeois de centre-ville qui rejetterait les populations de banlieue dans leur indignité et froisserait leur honneur, la seule chose qui leur reste. Un discours comme une insulte à T-News, par exemple, né dans une banlieue populaire. Mais un discours qui nous raconte comment la question de l'islam s'entremêle avec la question sociale jusqu'à la piéger totalement. À propos de l'islam, les journaux reviennent largement sur les événements dramatiques du week-end, notamment au Niger, Natacha. Et oui, l'islam, on le trouve dans les pages consacrées au Niger et puis aussi au Pakistan. Mais au Niger, écrit Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard, de pauvres types pensent insulter la France en brûlant des églises quand ils dégoûtent simplement l'homme tolérant et blessent inutilement des croyants qui sont, de par le monde, de moins en moins français. Mais Jean-Marc Chevauché s'inquiète surtout de ces voix qui, en France, pensent de moins en moins qu'on peut publier des caricatures et commencent à trouver que, quand même, il y a des fois, peut-être, il faut voir. Rien du tout, dit-il, au pays de Voltaire et d'Hugo, il ferait beau voir. Alors il faut lire la page du Figaro consacrée au rapport violent entre la République et le catholicisme, pour comprendre que cette laïcité à la française relève d'un long et difficile processus historique. Face à cela, sur le site Causeur, Marc Nart se demande si l'islam peut se défaire de sa dimension identitaire. La mondialisation des idées, écrit-il, et la terrifiante caisse de résonance d'Internet radicalisent pour nombre de musulmans les positions extrémistes où l'esprit de revanche contre l'Occident emboîte le pas au fanatisme religieux. Dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet préconise de ne pas se couper de la grande majorité des musulmans qui ne sont ni djihadistes ni salafistes. Il évoque des solutions, la création d'un grand moufti de France, que la France assume son statut de grand pays musulman. Qu'on soit d'accord ou pas, la question se pose du discours à tenir aux musulmans, en France et dans le monde. Mais la question se pose surtout du discours à tenir aux jeunes Français, partout en France. On le disait dans le rappel des titres il y a quelques minutes, plus 21 points dans le baromètre IFOP pour François Hollande, bond de popularité, un bond qu'avaient anticipé les journaux ce matin. Mais bien sûr, dans les Échos, Cécile Cornudet, dans son éditorial, remarque combien la toute nouvelle popularité du président et du Premier ministre vont leur permettre d'étouffer ceux qui prônent une autre politique budgétaire pour répondre à la faillite de l'intégration. Être plus fort sur le plan économique, c'est la meilleure réponse que nous pouvons faire, a déclaré François Hollande, pour faire oublier la stagnation, le chômage. Alors il faut lire la page de Libération consacrée à l'usine de rail d'Hayange, rachetée en 2007 par Tata. Le géant indien veut désormais vendre le site, pourtant bénéficiaire, à l'américain Gary Klech, spécialiste du dépeçage d'entreprises après siphonnage de la trésorerie.
dans l'impuissance générale. Une banalité, mais qui déstabilise la France en détruisant le lien social, comme un cadeau majeur aux intégristes et aux autres. Vous tenez, Natacha, à nous parler du petit Nicolas. Oui, mais lequel ? Ben oui, alors pas le personnage de Saint-Pé, ni l'ancien président. Libération nous raconte l'histoire de ce jeune imposteur de 20 ans dont le procès va agiter l'Espagne. Pendant des années, il s'est introduit dans les sphères du pouvoir, s'est fait passer pour un proche du roi pour escroquer des entreprises et des élus. Une histoire incroyable de culot, de corruption politico-financière, de complaisance étrange et de fascination de la société du spectacle pour les bonimenteurs. On termine avec du basket. Vous êtes décidément là où on vous attend. Le journal 20 minutes nous apprend qu'un entraîneur de basket américain a été suspendu après la victoire de son équipe. Oui, parce que ses joueurs ont écrasé l'équipe adverse 161-2. Or, il existe une règle non écrite, la Mercy Rule, qui interdit d'humilier l'adversaire. Alors l'entraîneur plaide qu'il n'a pas aligné ses titulaires en deuxième mi-temps, qu'il ne pouvait pas prévoir, dit-il, qu'elle serait si nulle en face. Mais une règle qui contrevient à l'écrasement de l'autre, qui va à l'encontre de l'intérêt égoïste et du bénéfice immédiat, bref, une règle antilibérale fondée sur la décence, le respect de l'autre. Il faudrait développer ça ailleurs que dans le sport, dans les écoles, dans l'économie par exemple. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.